Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler des cheveux crépus et de leur entretien. Pour échanger là-dessus, j'ai le plaisir de recevoir Bilguissa Diallo, créatrice de la marque Nappy Queen. Bonjour Bilguissa. Bonjour Magali. Nos cheveux crépus demandent un entretien particulier. Ils sont parfois trop secs, ils sont parfois difficiles à démêler, mais pour avoir des cheveux en bonne santé, il faut faire des soins adaptés. Alors aujourd'hui, avec Bilguissa, nous allons essayer de vous donner quelques conseils et nous l'espérons, grâce à ces conseils, messieurs et mesdames, vous pourrez avoir des cheveux en bonne santé et de beaux cheveux. Alors Bilguissa, pour avoir des cheveux en bonne santé, il faut mettre en place une routine capillaire. Tout à fait. Alors dans cette routine capillaire, quelles sont les étapes qu'il ne faut surtout pas sauter ? Il faut faire simple en fait. Un cheveu, c'est comme une personne, ça a besoin de respirer, ça a besoin d'être propre. Donc il faut faire simple. Il y a des étapes indispensables, c'est de laver. Alors laver régulièrement, le régulier pour un cheveu afro n'est pas le régulier pour un cheveu caucasien. C'est-à-dire que autant une chevelure de blanc se lave tous les jours ou tous les 2 jours, nous, étant donné la structure de notre cheveu, on a besoin de moins de manipulation. Et surtout, comme le cheveu est sec, ça veut dire qu'il ne graisse pas. Et donc comme il ne graisse pas, il se salit moins. D'accord. Donc du coup, on a besoin de faire un shampoing. Ce qui est bien, c'est un rythme hebdomadaire, maximum 10 jours, avec les shampoings adaptés, effectivement, mais un shampoing. Ensuite, vu la structure en boucle de nos cheveux, il faut en général les démêler, surtout quand ils sont longs. Pour les hommes, il n'y a pas vraiment ce besoin. Les hommes qui portent le cheveu court, je veux dire. Mais pour les femmes, c'est bien justement d'utiliser un après-shampoing pour pouvoir les démêler. Alors les démêler, ça ne veut pas dire d'espérer passer un peigne fin comme dans un cheveu d'asiatique. Oui. Le cheveu étant bouclé, c'est illusoire de penser que le super peigne fin avec lequel on écarte quand on fait les tresses, ça passe pas dans nos cheveux. C'est pas la peine de lutter contre la physique en fait. Quand je dis démêler, c'est de faire en sorte que les doigts ne restent pas coincés quand on passe la main dans la chevelure. Et avec un bon après-shampoing, il y a suffisamment d'agents hydratants et humectants pour faire en sorte de démêler le cheveu et d'aller chercher le nœud au doigt en fait. D'accord. Et une fois qu'on a fait ça, après on choisit la coiffure adaptée. D'accord. Et l'entretien quotidien, c'est juste une huile ou un hydratant en fonction d'où on est situé. Si on est en Afrique, on n'a pas le même entretien parce que le cheveu est plus humide en général sur place que si on est en Europe où on a besoin. Donc quand on est en Afrique, on n'a pas forcément besoin d'utiliser une huile. On peut utiliser une huile, mais pas forcément tous les jours. Parce que l'hydratation, l'hygrométrie qui est plus importante en Afrique fait en sorte que votre cheveu étant plus hydraté, vous n'avez pas besoin de rajouter énormément de... L'huile, ce qui est bien, c'est que ça permet en fait de lisser l'écaille et ça permet de faire en sorte que le cheveu, déjà ça donne un petit brillant qui est sympathique, et puis ça permet de le nourrir de temps en temps, mais il n'y a pas besoin de l'utiliser tous les jours. Alors que quand on est ici, et spécialement en hiver, les cheveux sont très secs. Le cheveu est sec, et donc du coup, effectivement, on utilise un lait ou un beurre et une huile pour faire ce qu'on appelle sceller l'hydratation, c'est-à-dire garder l'hydratation dans le cheveu. D'accord. Et comment savoir quel produit est adapté à son type de cheveux ? C'est votre cheveu qui répond. Donc faut essayer. C'est pas... Des cheveux peuvent avoir le même aspect et ne pas réagir de la même manière au produit parce qu'en en fait, il y a plein de caractéristiques qu'on ne voit pas à l'œil nu, si le cheveu est poreux ou pas, qu'est-ce que vous avez fait avec votre cheveu, est-ce qu'il est cassant ou pas, est-ce que vous le lissez ou pas. Donc c'est votre cheveu qui va répondre. Mais grosso modo, tout le monde a besoin des mêmes étapes de lavage, de démêlage et de nourriture au quotidien ou tous les 2-3 jours. Maintenant, après, votre cheveu, il va réagir différemment à des produits naturels en fonction de ce qu'il aime. Il y a des gens qui supportent plus ou moins le coco, par exemple. Il y a des gens qui supportent plus ou moins le karité. Le karité, tout le monde dit que c'est bien. Par exemple, un karité très concentré brut, je sais que sur mon cheveu, ça ne marche pas du tout. C'est contre-productif. Par contre, mélanger dans un produit à hauteur de 10%, de 5%, c'est très bien. Mais c'est votre cheveu qui répond. Donc en fait, vous testez les produits, vous voyez comment votre cheveu répond. Mais par contre, quand vous testez un produit, testez des typologies de produits qui sont les mêmes. C'est pas la peine de tester un produit très chimique et un produit très naturel en même temps. Soit vous êtes sur les produits naturels et ça vous va bien, généralement c'est ce qui va à tout le monde, parce que c'est ce qui est fait en fait pour respecter la nature de notre cheveu. Mais quand vous utilisez des produits chimiques, ne mélangez pas les choses en fait. Essayez de faire
une ou deux gammes maximum, Ouais. mais pas d'avoir 150 Différentes produits gammes. et d'utiliser tout et dire ça marche pas, parce qu'en fait, c'est juste la routine qui est pas cohérente Ouais. en fait. Et ça, c'est un des problèmes, mesdames, c'est qu'on achète beaucoup, on consomme beaucoup et on sait plus ce qui s'éparpille marche. un peu. Voilà, on s'éparpille un peu et au final, on ne sait plus du tout ce qui marche. Vous avez parlé des huiles tout à l'heure. Quelles sont les huiles à utiliser pour ne pas faire étouffer son cheveu et les huiles qui fonctionnent bien aussi pour la pousse du cheveu? Alors en fait, moi pour la pousse, je coutume de dire que tous les cheveux, enfin les cheveux ça pousse. En fait. Ouais. Le problème il est plus sur ce qu'on en fait et qui fait que ça casse derrière. Si vous rasez votre cheveu, vous allez voir que 15 jours après, vous allez avoir un duvet. Votre cheveu il pousse quoi qu'il arrive. Ouais. Derrière, si vous étouffez, c'est comme dire moi j'arrive pas à respirer. Bah si, sauf que si vous avez Vous avez la main. un masque tout le temps, bah, vous respirez peut-être mal. Bah, là c'est pareil, votre cheveu s'il passe son temps sous un tissage, sous une perruque tressée de manière hyper fine, il va pousser, mais il va casser derrière. Donc vous n'allez pas constater la pousse. Le problème, il vient surtout de là. Donc tous les cheveux poussent. Derrière, il y a effectivement des pratiques qui aident à constater la pousse. Les huiles en général, ce qui est bien, c'est que c'est léger. Il y a des huiles plus lourdes que d'autres. Par exemple, il y a des huiles qui sont connues pour être comédogènes, comme tout ce qui est issu du cacao ou du coco, transformé en huile, ou même le karité, qui sont très lourdes et qui peuvent étouffer la structure de cheveux. Donc ça, il faut peut-être y aller doucement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais ça veut dire qu'il faut les utiliser avec parcimonie et voir comment votre cheveu réagit. Par contre, il y a d'autres huiles un peu plus légères qui sont parfois des huiles qu'on a en cuisine. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être, je ne sais pas moi, du ricin, des huiles d'avocat. Il y a plein d'huiles qu'on peut se procurer, alors soit dans les épiceries bio qui sont naturelles, et vous les utilisez. Alors après, c'est pareil, il y a une question de quantité. On ne met pas un litre d'huile sur ta tête, quoi. Vous les mettez, si vous avez un vapeau, vous le mélangez avec de l'eau, vous vaporisez dans votre main, vous étalez sur votre cheveu, c'est léger, ça n'étouffera jamais votre cheveu. Maintenant, si vous prenez un pot d'huile et que vous mettez sur le... Bon, voilà, il faut juste avoir un minimum de logique. Et en fait, sortir des pratiques qu'on avait avant, où on avait des gros pots de vaseline qu'on se mettait sur la tête, et il fallait que ce soit gras et on pensait que c'était bien. Bah non, ça va à les personne, grosses en fait. pommades que nos mamans nous mettaient, vertes, voilà, exact. Non, ça ne marche pour personne, en fait. Voilà, c'est juste ça. Et c'est pareil pour des huiles, ou pour les beurres qu'on utilise, même le karité. Doucement, n'ayons pas la main lourde, ça ne sert à rien. On fait du léger et le cheveu réagira bien parce que comme il a besoin de respirer en fait, c'est tout. Juste un peu de logique. Est-ce que vous, Bilguissa, aujourd'hui, vous êtes créatrice de la marque Napiquid, je l'ai spécifié tout à l'heure, est-ce que vous conseillez plutôt d'utiliser des produits bio ou alors d'utiliser des produits comme les vôtres qui sont faits vraiment avec des produits naturels et où tout ce qui est mauvais et néfaste n'apparaît pas dans les ingrédients? En fait, c'est cohérent les deux. Nous, en fait, on a choisi de ne pas certifier parce que c'est pour une question de politique de prix, c'est-à-dire qu'on veut que c'est des produits qu'on utilise de façon récurrente. C'est pas du parfum, c'est pas un truc qu'on achète une fois par an, c'est un truc qu'on achète de manière récurrente. Donc on a choisi de faire en sorte que ça ne coûte pas les yeux de la tête. Donc on n'a pas certifié, mais nos produits sont produits de la même manière qu'un produit bio. C'est-à-dire si on veut certifier demain, on peut en fait. On respecte le cahier des charges du bio, mais on ne dit pas qu'ils sont bio parce qu'on n'a pas le droit d'apposer le mot bio dessus puisqu'on n'a pas, comment dirais-je, cherché la certification bio. Nous on est à 99%, en moyenne 98-99% d'ingrédients naturels. Le reste, ça va être des conservations. Pourquoi? Parce qu'il faut que dans le temps, votre produit, quand vous l'achetez, il faut que, si par exemple on travaille avec des professionnels, ce qui est notre cas avec des coiffeurs, ils peuvent acheter en quantité, il faut que dans 6 mois, 1 an, ils puissent utiliser le produit. Donc il faut, c'est quand même, ça reste un mélange qui doit durer dans le temps, donc il faut en faire en sorte qu'il n'y ait pas de champignons qui se développent. Un champignon, c'est naturel, c'est pas souhaitable dans votre tête. Donc voilà, on fait en sorte que les choses néfastes ne se développent pas dans le produit. Donc voilà, on a une responsabilité par rapport aux consommateurs, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art pour que ce soit propre à la consommation. Donc voilà, on a fait en sorte que ce soit efficace, mais que ça corresponde à l'utilisation qu'on en a dans le marché, sur le marché qui est le nôtre en fait aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez parlé des coiffures. Alors, est-ce que dans les coiffures protectrices, parce qu'on entend très souvent ce terme aujourd'hui, on entend coiffure protectrice, toutes les nappies utilisent ce terme-là. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les coiffures protectrices, tout ce qui est tissage, mèche, est considéré comme, et puis perruque aussi pour celles qui en portent, est considéré aujourd'hui, c'est considéré aujourd'hui comme des coiffures protectrices? Oui, ça l'est. Ça l'est, mais protectrice, ça dépend comment on les utilise. C'est protecteur tant qu'on l'utilise de manière raisonnée. Si vous mettez, faites tissage sur tissage, c'est pas protecteur, c'est destructeur, parce qu'en fait, votre cheveu ne voit jamais le jour. Il y a toujours une traction puisque vous faites des tresses en dessous pour ça. Il ne respire pas.
il n'est pas à l'air libre, vous le manipulez, alors vous ne manipulez jamais, donc du coup ça a l'air d'être protecteur, mais en fait finalement à quoi ça sert, puisque votre cheveu vous ne le voyez jamais, et finalement il y a aussi un travail psychologique à faire, c'est que quel est le but? En fait le but c'est, est-ce que c'est d'obtenir un certain effet décoratif visuel, ou est-ce que c'est de privilégier la santé du cheveu et le fait de l'assumer? Ça dépend quel est l'objectif poursuivi, mais si vous faites tissage sur tissage, derrière il ne faut pas s'étonner que votre cheveu n'ait pas l'air sain, parce qu'en fait, c'est comme si vous ne sortiez jamais de chez vous. À un moment, vous allez avoir mauvaise mine. Là, c'est pareil. Votre cheveu, il aura mauvaise mine parce qu'il est toujours contraint, coiffé, couvert, et donc il ne peut pas avoir bonne mine. Il peut pas avoir bonne mine dans ces conditions. Par contre, si vous faites un tissage que vous gardez un maximum d'1 mois, et qu'ensuite vous restez 2-3 mois et que vous refaites un tissage dans 3 mois, il n'y a pas de problème. Pendant le mois, votre cheveu il va se reposer. Vous allez avoir le look que vous avez envie parce que vous avez envie de changer de tête et c'est complètement légitime. Nous, on n'a pas de jugement sur c'est pas bien, vous reniez machin. Non, c'est pas ça le sujet. Il faut qu'on soit tous capables d'assumer ce qui va avec les pratiques qu'on a. Donc on veut les cheveux raides, il n'y a pas de problème en tant que tel. Mais quand on fait un défrisage, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir que c'est une transformation durable du cheveu, le fait de contraindre la nature de ce cheveu et que ça a des effets sur votre santé. Donc le faire un peu pendant 1 an, 2 ans, c'est pas un problème. Moi j'ai été défrisé 20 ans, mon cheveu va très bien. Mais je le faisais de manière raisonnée, j'en faisais pas plus de 2 par an. Voilà, ça va. Je mettais des défrisants faibles. Enfin bon, voilà. Ça reste un défrisant. Un défrisant, c'est un défrisant. Mais vous le faites de façon raisonnée. Vous voyez que votre cheveu réagit bien, pourquoi pas? Mais juste, il faut savoir ce qu'on fait, c'est tout. Et c'est pareil pour les tresses. Les tresses, moi, j'adore ça. Mais tresse sur tresse, c'est pas bon. Et tresse extrêmement fine tout le temps, il n'y a rien de tel pour casser des cheveux. C'est joli, mais à un moment donné, votre front va reculer. Exactement. Voilà, c'est tout. C'est juste une question de faire les choses de manière raisonnable en fait. Manger quelque chose de bon, l'eau c'est très bien. Si vous buvez 6 litres d'eau par jour, vous allez avoir un problème à un moment donné. Pourtant c'est de l'eau. Vous voyez? Donc c'est tout de manière raisonnée. Et c'est pareil pour tout dans la vie en fait. Pas d'excès quoi. Surtout ça. J'espère mesdames que vous écoutez bien et messieurs aussi. Alors Bilguissa, quels sont les produits à éviter? On sait aujourd'hui que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le karité qui parfois peut être très lourd pour nos cheveux, mais est-ce qu'il y a des produits qu'il faut réellement bannir et ne pas utiliser? Alors je ne parlerai pas de produits en tant que tel, je parlerai plus de manière dont les produits sont faits, parce que dans un shampoing, une fois que vous avez dit shampoing, on sait que ça lave, mais derrière, il y a shampoing, et en général, on a longtemps utilisé des shampoings qui n'étaient pas pensés pour nous. Il y a pas mal de marques, de grands groupes cosmétiques qui nous ont juste considérés comme une part de marché, mais sans vraiment avoir à cœur de répondre à nos besoins, parce qu'on considérait que ils ont des cheveux, un cheveu, c'est un cheveu. Non, un cheveu crépus, c'est pas un cheveu d'asiatique en fait, c'est pas la même chose. Les besoins sont différents. Donc pour nous, par exemple, il y a des produits qui sont communément utilisés dans les shampoings de grande distribution, comme les sulfates, qui sont des agents moussants. Qui permettent donc de faire mousser notamment un shampoing, qui passe sur un cheveu de blanc et qui ne passe pas du tout sur nos cheveux, parce qu'il les assèche et on n'a pas besoin, nous, d'assécher plus nos cheveux qu'ils ne le sont. Donc du coup, si on peut éviter d'utiliser des produits contenant ce type de sulfate-là, et je parle notamment du sodium laureth sulfate ou sodium lauryl sulfate, qui sont vraiment des sulfates agressifs, c'est mieux. Donc dans la liste de produits, quand on voit ça, il y a toujours les listes de produits sur chacun des produits capillaires, c'est une obligation légale. Quand on voit ces produits-là, il vaut mieux les éviter. Ou quand vous avez marqué sans sulfate sur le shampoing ou le produit capillaire, c'est plutôt pas mal. Derrière, on utilise aussi dans la cosmétique ce qu'on appelle des diluants chimiques, qui sont les huiles minérales, la paraffine, qui sont des produits issus c'est un peu comme du pétrole, mais en plus propre on va dire. C'est pas que ce soit mauvais en tant que tel, mais c'est comme si je vous proposais de vendre du lait et que je mette 50% d'eau. L'eau n'est pas mauvais en tant que tel, mais si je vous vends du lait, vous voulez du lait en fait, vous voulez 100% de lait dedans, pas 50-50. Et en fait, les produits issus de la pétrochimie, ça permet pour l'industriel en fait de couper, de casser les coûts. Ça rend le produit moins cher à faire pour lui. Donc ça fait qu'on peut obtenir un shampoing à 4-5 euros, comme on voit, ou même 3 euros dans les grandes surfaces. Mais en fait, derrière, les agents qui font en sorte d'avoir l'effet escompté sur votre produit, au lieu d'en avoir 90-95%, vous avez peut-être 10% d'actifs.
donc ça marche moins. Donc ça a une incidence quand on a un cheveu de blanc, mais alors ça a vraiment une incidence quand on a un cheveu bouclé à crépus. Et donc c'est pour ça que vous avez décidé de créer Nappy Queen, parce que ça existe depuis 6 ans. Oui, tout à fait. Donc vous avez répondu à un besoin. Oui, tout simplement en fait. C'est en fait ce qui s'est passé, et c'est souvent le cas pour toutes les marques. Là, je ne vais pas parler que pour moi, je vais parler pour toutes les marques équivalentes qui se sont créées dans ce même temps, en ciblant le cheveu bouclé à crépus naturel, même quand il est transformé, mais à la base pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. C'est qu'on a remarqué qu'en fait les produits n'étaient pas pensés pour nous. Et ça s'est souvent fait au moment où on s'est dit, bah alors ça marche pas, ça marche pas, on essaye ça. Et puis moi, pour le coup, c'est arrivé au moment où j'ai décidé, pour des raisons de consommation, d'arrêter de me défriser les cheveux parce que ça me gênait d'être toujours astreinte à tous les 4-5 mois à devoir faire ça. Ouais. Et puis il y a aussi un truc simple, c'est que je disais, bon ok, le cheveu raide c'est peut-être sympa, mais en fait ma tête elle est pas faite pour ça. Mes traits ne vont pas avec ça. Ouais. Donc, et puis j'avais des cheveux naturels avant, pourquoi pas réessayer. Donc je l'ai fait comme ça, et en faisant ça, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait dans les produits, et là du coup à avoir une réflexion dessus, et à me tourner vers des produits américains qui sont les gammes équivalentes aux États-Unis, mais qui ont inspiré la création de Nappy Queen. Alors on fait chacun à notre manière, mais on a été les marques des afrodescendantes françaises en fait, qui sont créées dans cette mouvance-là. On a tous vu qu'il y a eu l'équivalent fait aux États-Unis avant, ça nous a un petit peu montré le chemin. On dit ok, c'est possible, ça fonctionne, mais on n'a pas besoin de les importer, on peut aussi les faire. On est dans un pays où il y a aussi une histoire autour de la cosmétique en France, il y a le savoir-faire, et même les normes sont plus élevées en fait. On n'est pas obligé d'aller les chercher là-bas. C'est très bien, on leur souhaite, on crache pas dans la soupe, hein, on leur souhaite du bien. Voilà, il n'y a pas de problème, mais pourquoi pas. C'est possible de le faire ici, c'est possible de le faire en Afrique. Donc du coup, moi j'ai fait ça, et d'autres marques équivalentes l'ont fait aussi. Et en général, ce qu'on a en commun, toutes ces marques-là, d'ailleurs souvent entre créatrices on s'entend assez bien, c'est qu'on se reconnaît, c'est qu'on sait qu'on l'a fait pour nous, c'est nous qui l'avons fait, alors avec l'aide de laboratoires, etc. Mais on l'a fait pour nous, pour les gens qui nous ressemblent en fait. Et la différence elle est là, c'est que nous on voit nos clients tous les jours, et donc on a le retour direct, on sait quand ça marche, on sait quand ça marche pas. Et donc faut simplement utiliser des produits qui sont pensés pour nous. Donc en gros, pas de sulfate, pas de diluant chimique, et si possible pas de silicone. Alors le silicone c'est comme un maquillant chimique qui permet de faire briller. C'est comme si on vous maquillait votre cheveu, mais qu'on n'enlevait jamais le maquillage à la fin en fait. D'accord. Donc au début c'est joli, mais à la fin ça encrasse le cheveu. Et donc les produits, les silicones c'est souvent dans la liste d'ingrédients ce qui finit par icone, diméthicone, etc. Et ça il y en a souvent beaucoup dans les produits de grande surface. Donc si vous évitez ça, déjà c'est pas mal. D'accord. Après le reste c'est simple, hein, lavez vos cheveux, démêlez-les et nourrissez-les. Voilà, c'est tout. Donc je pense que le message est passé, du moins que vous avez pu recevoir tous les conseils de Bill Guissa aujourd'hui. Vous avez des produits Nappy Queen. Aujourd'hui, nous en avons quelques-uns ici. Donc ce sont des produits naturels, comme Bill Guissa l'a expliqué tout à l'heure, sans sulfate. Sans sulfate, sans silicone, sans huile minérale, sans colorant chimique, et avec 96 à 99% d'ingrédients naturels selon le produit. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin et vous êtes intéressé par les produits Nappy Queen, rendez-vous sur le site internet www.nappyqueen.com, et vous avez toutes les informations ainsi que les points de vente. Voilà, merci Bill Guissa. Merci Magali. De m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. À très vite.